J'ai littéralement découvert que je pensais que le grand patron de ma vie, c'était ma tête, et qu'en fait, je m'étais trompée. Ma tête, c'est le directeur des opérations. Ma tête va être capable d'organiser les choses, mais le grand patron de ma vie, c'est mon corps. Mon corps ressent. Mon corps ressent mes limites. Mon corps ressent ce que j'aime. Mon corps ressent mes envies. Mon corps ressent mes instincts. Mon corps a envie de plein de choses. Mon corps me parle. Mon corps me dit stop. Mon corps me dit vas-y. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Les amis, vous connaissez sûrement ce dicton. Faites le métier que vous aimez et vous ne travaillerez pas un seul jour de votre vie. Et si, cette année, vous faisiez de ce dicton une réalité? Pour repenser votre vie professionnelle, je vous recommande chaleureusement notre fidèle sponsor Chance. C'est bien plus qu'un bilan de compétences. En 3 mois seulement, avec l'accompagnement d'un coach professionnel dédié, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs et trouver le chemin vers une vie professionnelle qui vous ressemble. Vous pourrez compter sur le soutien d'une communauté d'entraide engagée, prête à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Et le vrai plus, le parcours est finançable par le CPF. Alors, si ce message résonne pour vous, je vous invite à passer à l'action dès maintenant. Rendez-vous sur chance.co pour un entretien gratuit avec un conseiller et changer ce qui doit l'être dans votre vie professionnelle. Faites-vous partie de celles qui ressentent le besoin, souvent inconscient, de demander l'autorisation pour prendre du temps pour elles, de celles qui s'occupent davantage des tâches ménagères que de leurs propres aspirations? Être sur tous les fronts, à la maison comme au travail, en tant que femme, mère, amie, cousine, grand-mère, au risque de s'oublier. C'est une réalité que vivent beaucoup d'entre nous. Stop, crie mon invitée. Coach depuis plus de 20 ans, auteur du livre best-seller J'arrête de râler, elle accompagne celles qui veulent reprendre les rênes de leur existence, retrouver ce qui les fait vibrer et rayonner. Dans son tout dernier ouvrage, Femme, fière, libre et puissante, tout juste paru aux éditions Erol, elle partage 4 révélations qui l'ont aidée à quitter le costume de Wonder Woman. Cesser le sacrifice, faire la paix avec son corps, renouer avec sa sexualité et suivre ses élans profonds. Ensemble, aujourd'hui, nous allons les explorer. Je suis ravie de retrouver dans Métamorphose Christine Lévicki. Bonjour. Bonjour Anne. Comment ça va? Je suis ravie d'être là. Voilà, tu n'es pas souvent à Paris? Ben non, j'habite à Los Angeles. Tu vis à Los Angeles, exactement. Voilà. Alors, on se connaît bien parce que j'ai la joie aussi d'être éditrice chez Erol et de bien connaître cet ouvrage et d'avoir suivi ton parcours. Je ne pouvais pas ne pas le citer en introduction parce que J'arrête de râler est un best-seller qui s'est vendu à plus de 200 000 exemplaires. Il y a combien de temps déjà? 2010, je crois, J'arrête de râler. Oui, 2010, hein, donc ça fait une quinzaine d'années. Je t'avais reçu d'ailleurs pour un épisode dans les tout débuts de Métamorphose, puis on s'est revus plusieurs fois dans Métamorphose. Ce nouveau livre s'adresse aux femmes. Tu écris qu'être une femme n'est pas si simple dans une société qui a été construite par les hommes et pour les hommes. D'où est né cet élan, en fait, d'écrire sur cette thématique? Beaucoup de mes livres que j'écris sont issus de mon vécu et de mon chemin de transformation personnelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai découvert? Et j'ai découvert que moi, je ne m'en rendais pas compte parce que j'étais un peu hypnotisée, que en fait j'étais enfermée dans des injonctions, dans des dictates, dans des constructions par rapport à mon rôle de femme. Être une femme aujourd'hui, ça veut dire beaucoup pour beaucoup de personnes. Mais du coup, beaucoup de femmes que je rencontre ne savent pas qui elles sont parce qu'il y a tellement d'attentes, d'injonctions sur être femme. Ça veut dire être mère, ça veut dire être intelligente, ça veut dire être professionnelle, ça veut dire être mince, ça veut dire être jeune, ça veut dire être souriante, ça veut dire tellement d'injonctions. On va évidemment bien les détailler ensuite. Voilà. Hein. Vas-y. Bien sûr. Et donc, du coup, il y a un chemin de libération de tout ça et d'apprendre à se retrouver et à se dire, mais moi, qui suis-je? Alors, c'est vrai que je me souviens avec J'arrête de râler, tu avais eu une prise de conscience très forte puisque tu démarrais cet ouvrage en disant « je regardais le plafond ». Et là, d'un seul coup, je me suis dit que ma vie était pas satisfaisante. Et là, on le retrouve dans cet ouvrage, c'est-à-dire que
régulièrement, tu as ces prises de conscience très fortes et tu as cette capacité, en fait, à dire « j'ose vivre le changement ». C'est quelque chose qui est assez caractéristique chez toi, de dire, parce qu'il y a des gens qui disent « je suis pas satisfait ». Et puis, j'imagine que tu en rencontres beaucoup dans tes stages aussi, tu nous en parleras, tes séminaires, mais qui n'arrivent pas à passer à l'acte. Alors toi, quand tu as ces prises de conscience, tu dis, il faut que ça bouge. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, tu redis, tu dis pas que tu passais à côté de ta vie, tu écris jusqu'au jour où j'ai compris que tout cela devait changer. Je me suis dit, Christine, un jour tu vas mourir, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister à ta vie. C'est fort. Voilà, vraiment, c'était ça, la prise de conscience qui a tout fait changer, en fait. J'étais dans mon lit, j'avais l'impression que je venais de passer une journée pourrie. Et en fait, je me suis dit, mais non, cette journée pourrie, c'est une journée normale de ta vie. C'est rien passé de grave, vraiment fondamentalement. Sauf que j'avais couru toute la journée comme une poule à qui on a coupé la tête, à essayer d'assurer sur tous les fronts, que ce soit au boulot ou à la maison. Et donc, j'étais constamment en train de chercher à faire tout ce qu'on attendait de moi et à être à la hauteur de toutes ces attentes. Et en fait, je me perdais et du coup, je résistais tout ce qui se passait pas comme je voulais que ça se passe parce que j'avais tellement de choses à faire, trop de choses à faire par rapport au temps que j'avais. Générait des frustrations, des irritants. Et là, je me suis dit, voilà, un jour, tu vas mourir, tu vas réaliser que tu as passé ta vie à résister ta vie. Et là, je me suis dit, il faut que ça change, en effet. Et je me suis dit, ce qui doit changer, c'est moi. Je dois changer comment... Personne m'a demandé de me sacrifier, en fait. Personne, si, la société peut-être, mais dans ma famille, dans mon entourage, il y a personne qui me dit, Christine, tu dois absolument avoir une maison bien rangée, tu dois absolument avoir ceci, cela. C'est moi qui ai absorbé toutes ces injonctions de la société et donc, je peux aussi m'en libérer. Pour toi, elles sont justement, elles viennent de la société, ces injonctions, elles viennent aussi de nos blessures, peut-être de notre inconscient familial. Tu as pu remonter un peu le fil de pourquoi elles sont... Alors, tu parles vraiment des dictates de la société et d'une forme de domestication de soi, en fait. Oui, dans le livre, je partage 4 révélations pour ne plus être domestiqué par les dictates de la société. Ça me fait marrer comme expression. Et je trouve que c'était bien vu. On voit ton livre là derrière avec cette tagline, ce sous-titre. Voilà, exactement. En fait, c'était pour moi, c'était comme si il y avait quelque chose qui était là, qui était présent, qui donnait forme à ma vie. Ces injonctions de la société, mais je n'en avais pas conscience. Donc en fait, c'est tout un travail de déconstruction, de prendre conscience de choses qu'on ne voyait pas avant. Et parce qu'on ne peut pas se libérer, tu disais tout à l'heure que j'arrive à oser le changement, et en fait on ne peut pas changer quelque chose dont on n'a pas conscience. La première chose, c'est de voir et de constater, sans pointer du doigt les coupables, sans nécessairement juger, mais de constater, tiens, je suis en fait enfermée dans une vie qui ne me convient pas vraiment. Moi je vois beaucoup de femmes qui me disent ça, qui me disent je suis débordée, mais je m'ennuie. Je cours toute la journée, mais en fait je ne suis pas satisfaite de ce que j'ai accompli en fin de journée. Et donc c'est ça, ce travail de déconstruction et de réalignement de sa vie. Et ce réalignement commence par se mettre en premier, se mettre au cœur et au centre de sa vie. Oui, alors on va passer en revue évidemment ces 4 révélations. Avant ça, tu parles beaucoup d'obéissance. On peut faire obéir les autres pour nous, pour dire, voilà, les enfants, je veux que ceci soit rangé, le mari, etc. Mais il y a aussi cette obéissance à soi-même, souvent dont on n'est pas consciente ou conscient. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une coopération, on s'auto-domestique. C'est ça qui est terrible. Oui, on ne se rend pas compte qu'on s'enferme soi-même dans des rôles, qu'on pense que c'est ce que la société attend de nous. Et c'est vrai qu'on peut avoir des messages qui nous font croire ça, mais au final, on ne réalise pas qu'on est complètement décisionnaire de choisir de se soumettre à ces injonctions ou pas. Et oui, on s'auto-enferme dans des rôles, aussi parce que parfois ça nous arrange un petit peu, parce que quand on est enfermé dans une vie de responsabilité et d'obligation, ça nous permet d'éviter de se poser la question de qu'est-ce qu'on choisirait si on était libre. Et ça, c'est un peu un grand néant. Si j'étais libre de choisir la vie que je veux vraiment, qu'est-ce que je ferais ? Et ça, pour beaucoup de femmes, enfin pour beaucoup de personnes, c'est plus difficile à se poser ce genre de questions. C'est plus facile de se sacrifier pour les autres et de chercher à donner aux autres, que de chercher à se donner à soi. D'ailleurs, tu t'adresses quand même plus particulièrement aux femmes, puisque ce livre a un titre très fort sur le sujet, « Femmes libres et puissantes »,« Femmes fières, libres et puissantes ». Mais un homme qui nous écoute pourrait, pour certains hommes, se retrouver aussi dedans, finalement. Oui, tout à fait. Je pense que les hommes ont autant besoin que nous. T'es pas dans une opposition, voilà, on est d'accord. Les hommes ont autant besoin que nous de faire ce travail et de faire cette réévaluation de comment ils vivent leur vie et est-ce que c'est vraiment leur choix ou est-ce que au contraire, si c'était réellement leur choix, ils feraient d'autres choix. Je
pense que les hommes ont autant besoin que les femmes, mais ce livre s'adresse aux femmes parce que je pense que les femmes sont... En tout cas, c'est le sujet que moi, je connais le mieux. Et parce que ça fait 20 ans que j'accompagne les femmes. Et c'est les raisons pour lesquelles sont enfermées les femmes sont un peu plus spécifiques aux femmes. Les raisons pour lesquelles les hommes peuvent être enfermés sont différentes de celles des femmes. Il y a des similitudes, mais il y a des différences. D'ailleurs, ton mari, te voyant cheminer sur le sujet, a fait du chemin lui aussi ? Je pense qu'on a tous les deux, depuis le début, un engagement de chercher à suivre notre propre chemin de vie. Et donc, on est tous les deux dans un schéma de... J'ai envie de dire aussi que lui m'a poussé, même peut-être plus tôt que moi. Il a été un des premiers à dire, moi, j'ai envie de garder les enfants, j'ai envie d'être à la maison, j'aimerais bien être celui qui reste et toi, tu vas bosser. Et c'est moi, à l'époque, qui lui ai dit, non, c'est moi qui m'occupe des enfants. Ouais. Parce que j'en avais envie aussi, je pense, réellement. Mais oui, lui cherche aussi à sortir de ses rôles, de ce qu'on attend d'un homme. Il a toujours réclamé, me dire, il m'a toujours dit, je n'ai pas envie d'être celui sur lequel on compte pour ramener toutes les finances du foyer. J'ai pas envie d'avoir cette charge non plus. Enfin, on est dans cette réflexion de comment équilibrer nos vies et comment trouver quelque chose qui nous semble juste pour nous. Pour vous. Alors, ces fameuses 4 révélations, est-ce que déjà on peut les passer en revue en les nommant ? Et puis après, on va les décortiquer quand même une par une, si tu es d'accord. Bien sûr, bien sûr. Alors la première, arrête de te sacrifier. Alors j'aime bien ce mot, t'aimes bien choisir des mots puissants et forts. Hein. Dans tous tes ouvrages, c'est le cas. Arrête de te sacrifier, accorde-toi la permission de te faire passer en premier. C'est la première révélation. C'est par là que tout commence. Oui. Voilà, ça va être compliqué de faire quoi que ce soit quand on passe sa vie à s'occuper de la vie des autres. Et quand je dis la vie des autres, j'aime bien les jeux de mots, c'est la vie, L-A-V-I, donc la vie, et aussi L''A-V-I-S. Leur avis, quoi. Voilà, leur avis, exactement. Donc, si on passe notre vie à s'occuper de la vie des autres, ça va être compliqué de reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Donc ça, c'est la base. Ça, c'est la base. Le deuxième, c'est faire la paix avec son corps et émerveille-toi de la justesse de sa guidance. Puis, on va parler de sexualité, parce que là, ça va être très intéressant parce que tu as une formation ces dernières années sur le sujet. Et puis ensuite, suivre ses désirs, ses élans et réaliser que la vie consacre à te soutenir. Alors peut-être si on revient, ça va être passionnant, vous allez voir, si on prend le premier sur le sacrifice. Alors d'abord, cette première question, est-ce que ces cheminements, on peut les prendre dans le désordre ou est-ce que pour toi, il y a vraiment une progression ? Oui, pour moi, c'est un peu... on boucle le cercle. On commence par arrêter de se sacrifier et on se met en premier. Ensuite, quand les femmes se posent la question de se mettre en premier, souvent, elles vont apprendre à prendre soin d'elles. Elles vont réaliser qu'en fait, elles passent leur vie à s'occuper des autres, à prendre soin des autres, mais qu'elles ne savent pas prendre soin d'elles. Et prendre soin de soi, ça passe par prendre soin de son corps. Dormir mieux, manger mieux, boire plus d'eau, bouger, se faire plaisir. Et donc là, il y a vraiment fait la paix avec ton corps et sois émerveillé de la justesse de sa guidance, qui est la deuxième révélation. Le retour au corps, découvrir que nous sommes sur cette terre pour vivre une vie incarnée, découvrir que notre corps est une source de guidance intérieure, mais aussi une grande source de souffrance et d'injonction et de diktat, donc se libérer de tout ça. C'est compliqué d'être dans le corps d'une femme aujourd'hui. Et après, une fois qu'on s'intéresse à son corps, une fois que la femme s'intéresse à son corps, ça serait presque... c'est la suite logique de s'intéresser à sa sexualité. Parce que quand on écoute son corps, on découvre que notre corps nous guide, que notre corps ressent, que notre corps a une capacité sensorielle et une capacité et finalement orgasmique derrière qui se développe. Donc après, la troisième révélation, c'est fais la paix avec ton sexe et découvre que l'élixir de la vie est caché entre tes hanches. Donc là, à travers la sexualité, on connecte avec l'énergie créatrice, avec l'énergie de vie, avec la confiance en soi, avec le plaisir et tout ce que ça peut apporter. Et une fois qu'on a activé tout ça en soi, ensuite la quatrième révélation, c'est suis le chemin de tes désirs et réalise que la vie conspire à te soutenir. Donc on commence par arrêter de se sacrifier et à la fin, on ressort avec maintenant je peux suivre mes désirs. Maintenant, je peux avancer en étant aligné avec ce que je porte en moi et en étant guidé par mon corps pour incarner cette vie. Alors peut-être sur la première révélation, est-ce qu'il y a des femmes rôle modèles, toi, qui t'ont inspiré dans ta vie ? Et est-ce qu'on peut s'inspirer comme ça de rôle modèles ? Est-ce qu'elles peuvent nous aider à ouvrir la voie, en fait, sur cette idée de sacrifice ? Oui, moi, de manière générale, je me souviens très bien, un jour, j'étais dans un cercle de femmes. C'était un des premiers cercles de femmes auxquels je participais. C'était il y a plus de 10 ans à Los Angeles.
Et j'ai vu cette femme qui a pris la parole à plusieurs reprises et qui était bien plus âgée que moi. Elle devait avoir 70 ans, je ne sais pas quel âge elle avait. Donc moi, à l'époque, je devais avoir tout juste 40 ans. Et j'ai vu cette femme donc âgée, alors que la société souvent ne nous montre pas les femmes de cet âge-là. On est beaucoup invisibilisés. Et j'ai vu cette femme libre, cette femme qui était libre, qui était ancrée, qui avait tracé son propre chemin de vie et de manière très créative et elle était bien dans son corps, elle était lumineuse, et je l'ai regardée, je me suis dit ça, je veux être comme ça plus tard. Je veux être comme elle et elle m'a beaucoup inspirée. Donc, je pense que dans les cercles de femmes, quand les femmes apprennent à se rencontrer de manière authentique et à parler de leur vie et de leur vécu, on peut beaucoup être inspiré par d'autres femmes. Par d'autres femmes. Alors, sur cette première révélation, dire qu'il faut se prioriser, sortir du sacrifice, c'est vraiment le cœur de ta proposition. Évidemment, la première question qui nous vient, et ça tu le décortiques dans l'ouvrage, c'est de dire, c'est pas forcément une posture égoïste, parce que tout de suite on pourrait se dire, bah oui, mais si je me mets en premier, en fait, je suis dans un ego trip et finalement, ça n'a pas de sens. Donc peut-être ça, si tu peux nous l'expliquer, c'est intéressant. Déjà, je suis pas très inquiète. Les femmes, elles vont toujours s'occuper des autres. C'est vraiment dans notre nature. On peut pas s'en empêcher. Enfin, dans notre nature ou dans notre construction, mais on aime s'occuper des autres. Et je pense qu'on a de la marge avant d'être dans un ego trip. Franchement, je pense qu'on a de la marge. Et aussi de réaliser que beaucoup de femmes, peut-être, elles peuvent se questionner, est-ce que leurs mères se sont sacrifiées ? Est-ce qu'elles ont eu des exemples ou leurs grand-mères qui se sont sacrifiées ? Et de réaliser, si leurs mères se sont sacrifiées, est-ce qu'elles, enfants, elles voulaient que leur mère se sacrifie ? Est-ce que c'était leur choix ? Est-ce qu'elles demandaient à leur mère de se sacrifier ? Et beaucoup de femmes vont dire, non, moi j'ai jamais voulu que ma mère se sacrifie. Elles vont peut-être dire, ça m'arrangeait bien, parce que quand je rentrais, ça m'arrangeait bien qu'elle s'occupe de moi comme ça, mais ça n'a jamais été une vraie demande de l'enfant que sa mère se sacrifie. Et donc voilà, de réaliser que quand on se met en premier, en fait, les autres ne nous en veulent pas, bien au contraire, on leur fait un magnifique cadeau. J'ai une anecdote que je raconte souvent. Ma fille, quand c'était la fête des mères, je lui ai demandé « Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez moi en tant que ta maman ?» Et je pensais qu'elle allait me dire « J'apprécie quand tu m'as appris à conduire » ou « J'apprécie quand tu m'emmènes faire du shopping » ou quand tu m'aides à faire mes devoirs. Enfin, je pensais qu'elle allait me dire quelque chose que je fais pour elle, qu'elle apprécie chez moi en tant que mère. Elle me dit « Moi, maman, ce que j'aime le plus chez toi en tant que ma maman, c'est que tu fais ce qui te fait plaisir. » Et j'ai trouvé ça tellement magnifique qu'elle me dise ça. Et ça a rebondi avec une phrase que j'avais entendue de Thomas d'Anzembourg qui disait « Est-ce que vous pensez que la manière dont vous vivez votre vie d'adulte donne envie à vos enfants de devenir adultes ?» Et donc non, c'est pas égoïste de se mettre en premier, c'est montrer l'exemple. Alors Thomas d'Anzembourg qui est vraiment la tête de pont de la communication non violente en Europe, pour celles et ceux qui connaissent pas. Voilà, exactement. Et donc quand on se met en premier dans notre vie, quand on fait ce qui nous fait plaisir, quand on se met en priorité, on montre en fait à nos enfants et aux personnes autour de nous comment être souveraine dans notre vie et comment garder notre souveraineté. Et quand on garde notre souveraineté, on fait un cadeau à tout le monde parce que ça veut dire qu'on n'attend pas des autres de prendre en charge notre vie. On prend en charge notre propre vie. Il ne faut pas s'inquiéter, on va continuer à s'occuper des autres. Mais d'abord, on se met en premier. Ça, c'est la base. On se remet au centre. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on a le sentiment de faire des sacrifices ? Parce que si on aime s'occuper de ses enfants, comme tu disais tout à l'heure, j'avais envie de m'occuper de mes enfants, si on apprécie d'avoir un foyer bien tenu, pourquoi est-ce qu'on pourrait le ressentir comme un sacrifice ? Le mot est fort, sacrifice. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste que la société a évolué dans les 30 dernières années. Et tout a changé avec la contraception. Grâce à la contraception, les femmes, on a pu envoyer les femmes sur le marché du travail parce que quand elles sont devenues adultes, elles sont pas tombées enceintes trop rapidement, donc elles ont pu s'intéresser à leur carrière, faire des études et commencer à développer leur carrière. Et on a dit aux femmes, vas-y, va, tu peux tout avoir. Tu peux avoir la carrière, tu peux avoir la maison, tu peux avoir le mari, tu peux avoir les enfants. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu peux tout avoir. Génial, formidable, ça y est. Les féministes ont fait leur boulot. Oui. On peut tout avoir. Il y a encore du boulot. Mais en tout cas, il y avait cette impression de tu peux tout avoir. Et donc, on est arrivé sur le marché du travail, on s'est intéressé à notre carrière, on s'est intéressé à la place qu'on voulait occuper dans la société d'un point de vue professionnel, de l'impact qu'on voulait avoir sur la société par notre métier, par notre travail.
Sauf que la société ne s'est pas adaptée pour rééquilibrer la charge domestique et la charge familiale. Aujourd'hui, élever la génération future, d'un point de vue de notre société, c'est super important. Si on n'élève pas la génération future, notre société va s'éteindre. On a besoin on fait des enfants. La société fait des enfants, on fait des enfants, mais aujourd'hui, la charge repose encore beaucoup sur les femmes. Et donc, ce qui se passe, c'est que cette génération à qui on a dit « tu peux tout avoir » est devenue la génération burn-out. Et donc, c'est pour ça que c'est là que vient la notion de sacrifice, c'est que juste, on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps dans une journée pour s'occuper de nos enfants, pour s'occuper de notre maison et pour s'occuper de notre carrière. Et donc, comment est-ce qu'on réorganise les choses pour que ce soit plus équilibré? Et aussi, comment est-ce qu'on arrête d'avoir toutes ces injonctions? Parce qu'en plus de tout ça, avec l'ère dans laquelle on est, avec beaucoup d'images, beaucoup de représentations, on voit beaucoup comment sont les maisons des autres. On culpabilise que notre maison soit en bazar, on culpabilise d'avoir pris des kilos, on culpabilise On a tellement d'injonctions sur à quoi on est censé ressembler, à quoi nos vies sont censées ressembler, qu'on cherche désespérément d'être à la hauteur de ces attentes, et c'est là où on s'épuise, et c'est là où on se sacrifie. Toute notre attention est à l'extérieur de nous, et elle est beaucoup plus sur notre apparence, sur l'image qu'on donne, que sur la réalité de notre vécu. Oui. Tu dis d'ailleurs que toi, tu avais cette image de girl boss, quoi. C'était un peu ton modèle. On parlait de modèle, de rôle modèle, mais parfois sacrificiel, hein. Toi, c'était ton modèle à cette époque, quand tu étais plus jeune. Voilà, je voulais avoir les tailleurs, être dans les bureaux, être dans les boardrooms, gravir les échelons de l'entreprise. Et puis on m'avait dit, tu peux tout avoir. Donc en plus, je voulais 5 enfants. Et j'ai pas compris à l'époque. Tu es d'une famille nombreuse, en plus. Voilà, je viens d'une famille nombreuse. Au final, j'en ai eu 3. 3 enfants, mais on a chacun notre business avec notre mari. Donc j'estime que ça fait 5 enfants. Mais voilà, je réalisais pas que je démarrais ma vie avec quelque chose, une vision de ma vie qui allait m'amener à l'épuisement. Tu dis aussi que c'est une question de s'autoriser. Et à un moment donné, en fait, c'est juste de le décider, cette autorisation. Oui. Ouais, tout simplement. Tout simplement. Disons que pour le décider, il faut mesurer ce que ça nous coûte de pas le faire. Moi, par exemple, je me suis dit, comment ça se fait que je suis dans une vie, dans un mode de vie, dans lequel je n'arrive pas à trouver une demi-heure pour prendre soin de mon corps. Je passe ma journée à courir toute la journée et ça me semble impossible de trouver une demi-heure pour prendre soin de moi. Alors ça nous amène à la deuxième révélation, effectivement. Voilà. Le corps. Voilà, fais la paix avec ton corps et tu seras émerveillé et découvre la justesse de sa guidance. Et oui, parce qu'en fait, quand on parle de la raison pour laquelle on fait des burn-out, la raison pour laquelle il y a autant de burn-out, c'est qu'en fait, les femmes poussent leurs limites au niveau de leurs ressources, ne sont pas à l'écoute de leurs ressources. Alors, c'est pas un jugement, c'est pas leur faute. Elles ont tellement d'attentes, elles essayent tellement de chercher à être à la hauteur des attentes de tout le monde. Mais prendre soin de soi, c'est prendre soin de son corps. Nous sommes sur cette terre dans un corps. L'enveloppe corporelle, c'est à travers cette enveloppe-là que nous vivons notre vie. Et donc, si on veut se remettre au cœur de notre vie, la première étape, c'est de revenir à soi et de revenir à son corps. Alors sur ce lien avec le corps, c'est intéressant de déconstruire des choses parce que on entend souvent ça, de dire prenons soin de soi, prends du temps pour soi, et souvent on ne sait pas bien où ça se situe de prendre soin de son corps. Est-ce que c'est aller à l'épilation ? On revient là-dessus. Est-ce que c'est un massage ? En fait, qu'est-ce que ça veut dire prendre soin de son corps pour toi ? Comment tu le vois ? Pour moi, prendre soin de son corps, c'est réapprendre déjà à le ressentir. Oui. Aujourd'hui, on se préoccupe beaucoup trop de notre apparence et on ne se préoccupe pas de nos ressentis. Donc, ressentir les sensations, ressentir les émotions, ressentir soi, se ressentir soi. Aujourd'hui, beaucoup de femmes gèrent leur vie, pensent à leur vie, planifient leur vie, mais elles ne sont pas présentes à leur vie. Oui. Donc, c'est plus un état d'être que encore quelque chose d'extérieur, de dire il faut que je fasse du sport, il faut que je fasse des massages, etc. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Et c'est absolument pas, beaucoup de femmes aujourd'hui disent il faut que je fasse de sport, parce que c'est guidé par une culpabilité de mon corps n'est pas à la hauteur des attentes de la société et donc il faut que je fasse du sport. Et moi, mon plus grand désir, c'est d'amener les femmes j'espère que ce livre va leur donner envie de s'offrir le meilleur, que les femmes puissent s'offrir le meilleur. Et quand une femme arrive à prendre le temps de ressentir ce qu'elle est, et d'être en présence d'elle-même, en fait, elle découvre que c'est ça qu'elle cherche depuis toujours.
Et ça passe par un retour au corps. Revenir à la respiration, revenir au mouvement, revenir au toucher, revenir au son, les cordes vocales, le toucher, le mouvement, la respiration, et réapprendre à se connaître. Moi, j'ai réalisé que je passais ma vie dans ma tête. Je pensais que tout ce qui était important, c'était ce qui se passait dans ma tête. Ma capacité à prendre des bonnes décisions, à être intelligente, à faire des bons choix, choisir le bon mari, faire les bonnes études, faire les bons investissements, dire quelque chose d'intelligent en réunion. Je pensais que c'était ma tête qui était importante et que tout ce qui était en dessous de mes épaules, je pensais que c'était ce truc contraignant qu'il fallait contrôler pour qu'il soit à la hauteur des attentes de la société pour être aimé. Donc le corps, c'était cette chose qu'il fallait contrôler. La majorité des femmes, quand elles pensent à leur corps, c'est soit pour le juger, soit pour le contrôler, soit elles y pensent pas et elles l'abusent. Elles courent toute la journée, elles s'arrêtent jamais, elles écoutent pas qu'elles sont fatiguées, elles oublient de manger, elles dorment pas assez et donc elles finissent épuisées. Donc là, le retour au corps, c'est vraiment d'apprendre à avoir des mots bienveillants envers son corps, d'apprendre à ressentir son corps. Et moi, j'ai réalisé sur la piste... Donc, en fait, quand j'ai arrêté de râler, quand j'ai décidé d'arrêter de râler parce que je voulais plus subir ma vie, rapidement... Tu t'es lancé ce challenge, 21 jours. Je me suis lancée dans un challenge de ne pas râler pendant 21 jours consécutifs. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, j'ai réalisé que je partais au quart de tour pour des trucs dans la maison. La table pas débarrassée ou le linge, des choses qu'il faut régler. Hein. Mais je partais, ça me mettait dans un état mais c'est comme si c'était une atteinte à mon identité d'avoir laissé des choses qui traînaient par terre. J'en pouvais plus qu'il y ait ces choses qui traînent par terre. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que ça te met dans un tel état? Et je me disais, c'est parce que j'ai l'impression que je donne tout aux autres et eux, ils me donnent rien. Ouais. Et là, je me suis dit, mais toi, est-ce que tu te donnes? Toi, est-ce que tu te donnes à toi? C'est toi qui te sacrifies là, toi. Et donc là, j'ai commencé à aller danser. Je me suis dit, Christine, si tu veux réussir à arrêter de râler, il faut que tu te donnes à toi. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu as envie de te donner? J'ai envie d'aller à mon cours de danse, parce que j'y vais de temps en temps, et à chaque fois que j'y vais, ça me fait du bien. Et donc, j'ai envie d'y aller plus souvent. Donc, j'ai commencé à aller à la danse régulièrement. Et en dansant, j'ai redécouvert que j'avais un corps. J'ai littéralement découvert que je pensais que le grand patron de ma vie, c'était ma tête, et qu'en fait, je m'étais trompée. Ma tête, c'est le directeur des opérations. Ma tête va être capable d'organiser les choses, mais le grand patron de ma vie, c'est mon corps. Mon corps ressent. Mon corps ressent mes limites. Mon corps ressent ce que j'aime. Mon corps ressent mes envies. Mon corps ressent mes instincts. Mon corps a envie de plein de choses. Mon corps me parle. Mon corps me dit stop. Mon corps me dit vas-y. Mon corps me connecte à mes limites et à mes élans. Il sait. Et ça, je l'ai découvert sur la piste de danse à travers mes ressentis. Et aussi, j'ai découvert à quel point c'était délicieux de ressentir mon corps. Et d'ailleurs, et aussi, j'ai découvert que c'est sur la piste de danse ou quand je suis, ou après, on va en parler de la sexualité aussi, quand je suis dans mon plaisir corporel, en tout cas, que ce soit sur la piste de danse ou que ce soit dans ma sexualité, que quand j'offre à mon corps de la sécurité, du plaisir, quand je suis présente aux sensations de mon corps, j'ai découvert ma guidance intérieure. Et j'ai découvert que mes plus belles idées, que la solution à mes problèmes, que mes plus grandes inspirations naissaient dans mon corps. Et pas dans une notion de performance, parce qu'on pourrait imaginer que là, on reboucle sur de la performance. C'est-à-dire que je vais me connecter à mon corps pour finalement une notion de performance. Est-ce qu'il y a une quête derrière ça? C'est une question. Est-ce qu'il y a une quête derrière ça? Est-ce qu'il y a un objectif? Je dirais, pour moi, le seul objectif, c'est de savourer ma vie. Il y a un espèce de malentendu où on croit que quand le corps meurt, on arrête d'exister. D'accord? On pense que quand le corps meurt, on n'existe plus. Quand on met quelqu'un en terre qui est décédé, on pense que la personne n'existe plus. Moi, je pense qu'on continue d'exister au-delà du corps. Mais le vrai problème, c'est que on pense que quand le corps meurt, la personne n'existe plus et on passe notre vie à ne pas exister dans notre corps. On passe notre vie dans nos têtes. Et donc le corps, je pense qu'on est sur cette terre pour vivre une vie incarnée. Notre âme arrive dans un corps, et le cadeau de cette vie, c'est le corps. Le cadeau de cette vie, c'est le corps. Et donc, moi, je dirais l'objectif, c'est pas un objectif, c'est plus une curiosité. C'est, si le cadeau de cette vie, c'est le corps, j'ai envie de découvrir mon corps. J'ai envie de recevoir le cadeau de cette vie. Et j'ai envie de découvrir de quoi mon corps est capable, mais c'est pas capable. C'est juste, c'est joyeux. C'est plus, moi, je suis aussi, oui, c'est plus envie de savourer ma vie, envie de découvrir le corps. Ouais, comme une exploratrice, finalement. Voilà. Ouais. Découvrir
le cadeau, recevoir le cadeau et découvrir ce cadeau. En faisant ce chemin, tu l'as dit à l'instant, tu t'intéresses forcément à la sexualité parce que tu l'as cité au début, quand on parle du corps, on ne peut pas faire l'économie de réfléchir et de ressentir ce que c'est que cette onde qui nous traverse, cette énergie de vie. D'autres cultures l'appellent le ki, le chi. William Reich parlait de cette onde orgasmique, du ça, de ce qui nous habite en fait. Gerda Boysen, on en avait parlé, disait « le corps a un esprit bien à lui ». Et forcément, ça touche à ce qu'on appelle aussi la libido, qui est cette énergie vitale, pas forcément toujours au sens sexué d'ailleurs, mais au sens de l'énergie vitale. Et quel chemin tu as fait à ce sujet? Parce que tu t'es formée aussi. Explique-nous. Ah, moi, je viens de très très loin. Je viens vraiment... Je viens de très très loin. Ah oui, j'ai démarré ma vie... Dans quel sens? En quel sens? Dans le sens où j'étais complètement coupée de ma sexualité. J'étais complètement coupée de ma sexualité. Je pensais qu'il fallait que je m'en méfie. Je pensais que si j'étais une femme sexuelle, je n'allais pas être respectée. Je pensais que si je m'intéressais à ma sexualité, je risquais d'être abusée. Et que donc, j'étais fermée à ma sexualité. Et je pensais aussi que les hommes étaient sexuels. Et donc, en tant que femme, il fallait que je m'intéresse à la sexualité pour ma relation avec un homme. Parce que pour les hommes, c'était important. Et que eux étaient sexuels, en fait. Eux étaient sexuels et que leur sexualité passait par une sexualité avec moi. Enfin, j'exagère peut-être un petit peu quand je dis ça, mais il y avait vraiment, vraiment de ça. Et je m'étais jamais posé la question de ma sexualité. Et on peut imaginer quand on entend ça qu'il y a certainement chez toi, c'est ton exemple, mais des blessures sous-jacentes qui font qu'on pense ça, qu'on vit ça. Oui, il y a chez beaucoup de femmes. Oui, il y a des blessures sous-jacentes. Et moi, j'ai été élevée par une femme qui a été abusée sexuellement quand elle était enfant. Donc, et je ne le savais pas quand j'étais à cet âge-là. Quand je suis devenue jeune femme, je ne savais pas, que je l'ai appris plus tard. Oui. Mais donc, c'était quand même, dans le transgénérationnel, il y avait quelque chose de l'ordre qui m'a été transmis, de la méfiance, du danger, Et donc moi, et en plus, il s'avère que quand je suis devenue jeune fille, je ne sais pas si c'est lié, je ne sais pas dans quelle mesure c'est lié, mais j'avais une libido très faible en fait. Donc c'est pas comme si je me réveillais dans mon lit avec des envies sexuelles, j'en avais très très peu. Donc moi, j'ai juste été intéressée vraiment à la sexualité quand j'avais envie d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, je tombais enceinte très vite, donc c'était au grand dam de mon mari que t'es la mince, t'es déjà enceinte. Ah oui. Et parce que là, j'étais intéressée parce que j'avais très envie d'être mère. Ouais. Et donc là, ça m'intéressait. Ouais, c'était fonctionnel. C'était pour toi. Oui, alors après, je trouvais un moyen d'avoir du plaisir quand même. Oui. Ça s'est toujours très bien passé. D'ailleurs, c'était une grande incohérence pour moi. Comment ça se fait que ça se passe toujours bien et que pourtant, j'en ai jamais envie? Et j'avais vraiment beaucoup de construction mentale. Littéralement, je crois que la plus grande chose que j'ai dû apprendre, c'est que j'avais le droit de m'intéresser à mon plaisir. Que j'avais le droit de placer mon attention sur mon plaisir. Et ça a été un chemin de libération très fort, en fait. Parce que j'ai découvert que le plaisir avait le droit d'avoir une place dans ma vie. Moi, je pensais que le plaisir, c'était mal, c'était sale, c'était une distraction, c'était une perte de temps, c'était une zone de danger. Et j'ai découvert que le plaisir est extrêmement nourrissant. Que le plaisir est une force créatrice, que le plaisir, l'éros, Audre Lorde, je cite Audre Lorde dans le livre, parle de ce pouvoir de l'éros. Qui est-elle pour celles et ceux qui la connaissent pas? Alors Audre Lorde est une grande féministe américaine des années 60, je pense, peut-être que je me trompe un peu dans les dates. Une des premières féministes afro-américaines, queer, qui a parlé donc de sexualité, et donc je la cite beaucoup dans mon livre parce que les propos qu'elle a tenus à l'époque sont très proches de ce que je cherche à exprimer en fait, d'expliquer que le plaisir est créateur et que le plaisir est nourrissant, et le Tao nous le dit, le plaisir soigne, l'énergie sexuelle soigne, guérit, nous rajeunit. Cette énergie de vie qui circule en nous à travers le plaisir est bonne. Elle est bonne, elle nous fait du bien. Et même si elle nous soignait pas, même si elle n'avait pas tous ces autres bénéfices nous aider avec notre créativité, nous aider avec notre santé, c'est juste agréable. Notre corps est capable d'avoir du plaisir. Et le corps de la femme, nous avons un clitoris qui est fait que pour ça, qui a des terminaisons nerveuses extraordinaires. Il n'est fait que pour ça. Et or, la majorité des femmes ne connaissent pas leur sexe. Et donc moi, j'ai fait ce chemin personnel et j'ai découvert tout ça.
à travers des ressentis. Même si on est bien d'accord que le plaisir n'est pas réduit qu'à cette zone génitale, on est d'accord. Non, bien sûr, bien sûr, mais c'est une zone génitale particulièrement propice à ressentir le plaisir. Il faut savoir qu'elle est arrivée dans les manuels de santé qu'en 1997. C'est quand même assez hallucinant. On ne connaissait pas du tout l'intégralité de l'anatomie du clitoris. Bref, bon. Et le corps de la femme et le corps de l'homme, nous sommes des êtres orgasmiques, nous sommes des êtres sexuels. Nous avons une capacité à ressentir et à vivre le plaisir que nous ne soupçonnons pas. Et souvent, la raison pour laquelle nous ne le soupçonnons pas aussi, c'est parce que déjà pendant longtemps, notre sexualité était tellement régulée par la procréation et on tombait enceinte en fait. Donc sexualité voulait dire responsabilité d'avoir des enfants. Après, grâce à la contraception, on a pu s'intéresser à une sexualité qui n'était pas nécessairement liée à la procréation. Donc à l'échelle de notre société, ça crée un grand changement quand même, de notre civilisation, j'ai envie de dire. Ça crée un grand changement parce que ça change notre rapport entre nous. Et on découvre une sexualité différente. Et c'est le docteur Daniel Flamambone, que je cite aussi dans le livre, qui a écrit le livre Femmes désirées, Femmes désirantes. Que j'ai reçu évidemment dans cette émission. Ouais. Voilà, qui dit voilà, on a dit aux femmes, vous pouvez avoir de la sexualité sans procréer, mais ça ne veut pas dire qu'on sait comment faire. Et on découvre aujourd'hui de plus en plus maintenant que la sexualité pénétocentrée, qui était finalement une sexualité de procréation, et qui après a été déclinée sous toutes ses formes avec la pornographie, on découvre aujourd'hui qu'il y a une sexualité plus large, plus vaste, que l'on peut vivre, et notamment une sexualité qui va mieux convenir pour les femmes. On découvre que les femmes, et j'en parle dans le livre, j'ai lu beaucoup de livres sur la sexualité pour écrire ce livre, et donc je me suis formée aussi, je suis aujourd'hui coach en sexologie somatique, j'ai obtenu une certification parce que ça me semblait important de me former vraiment sur le sujet. Coach en sexologie somatique, je le redis plus lentement pour qu'on entende bien, parce qu'on ne sait pas forcément très connu. Voilà, alors le diplôme, le vrai nom du diplôme, c'est je suis Certified Sexological Body Worker. Oui. Donc c'est aux États-Unis. Voilà, c'est aux États-Unis, Sexological Body Worker, ça c'est le terme. Il y en a quelques-uns en France. Et donc, quelle est leur fonction? En fait, ça ressemble à un métier de sexologue ou sexothérapeute ou pas forcément? Alors, ça ressemble à un métier de sexologue, sauf que nous, dans la sexologie somatique, on part du principe que quand on parle de sexualité, on peut pas juste parler de sexualité. On peut pas juste, on peut pas. L'idée, c'est de ne pas explorer la sexualité juste avec nos pensées et avec dans la conversation, dans l'échange et dans le dialogue. Conceptuellement, oui. Conceptuellement, mais vraiment d'engager le corps. Donc là, on est dans le somatique, la sexologie somatique. Et donc, moi, j'ai été formée à amener les personnes que j'accompagne à apprendre et à découvrir leur sexualité à travers c'est le corps qui apprend. En fait. Donc, c'est de faire des exercices qui sont des exercices corporels qui amènent au corps à apprendre qu'il est sexuel. C'est comme ça, d'ailleurs, que toi, tu as fait le chemin. C'est-à-dire, c'est à travers cette formation où déjà, tu avais fait le chemin toute seule et ensuite, tu as eu envie de faire cette formation? Non, j'ai plutôt fait le chemin toute seule. D'accord. Et ensuite, j'ai fait la formation. Et à travers la formation, je suis allée beaucoup plus loin dans le chemin. D'accord. Je l'ai vraiment approfondi. C'est pas la formation qui a déclenché le chemin? Non. J'ai d'abord fait le chemin et ensuite je me suis formée parce que je me suis dit, j'ai envie d'écrire des livres, j'ai envie de transmettre. Oui. Et j'avais vraiment besoin... Comme c'est un sujet tellement difficile, tellement tabou, tellement douloureux, je rencontre tellement de femmes qui ont été abusées. Il y a tellement... Imagine, hein. Voilà. Ouais. Donc, ça me semblait important d'être équipée. Et puis là, en ce moment, c'est bas les masques sur le sujet, on est d'accord. Hein. Voilà. Exactement. Et alors oui, du coup, pardon, je t'ai coupé, mais je voulais juste apporter alors j'en étais où exactement? Tu étais en train de décrire en fait la formation. Voilà. Donc donc dans la sexologie somatique, on engage les personnes avec leur corps à avancer et à cheminer. Et dans cette formation, j'ai appris que les femmes ne connaissent pas leur sexe. Et qu'est-ce que ça veut dire, ne connaissent pas leur sexe? Ça veut dire qu'elles ont peu de connexion neuronale entre leur sexe et elles-mêmes. On connaît très très bien nos doigts parce qu'on les utilise tout le temps. Et donc notre cerveau sait exactement comment nos doigts ou nos bras fonctionnent parce qu'on les utilise au quotidien. Sauf que beaucoup de femmes aujourd'hui, leur partenaire ou leur médecin connaissent mieux leur sexe qu'elles-mêmes. Elles n'ont jamais vraiment été expérimentées, explorées. La masturbation a très mauvaise presse. Dans le livre, je propose un nouveau mot, la délisolitude, plutôt que la masturbation, pour aller à la rencontre de soi. Il y a peut-être des cultures ou d'autres pays où le mot est peut-être mieux choisi parce qu'il est très connoté, effectivement, chez nous. Voilà, il est très connoté. En anglais, comment est-ce qu'on dit? Masturbation. Pareil. Hein. Voilà, on peut dire self-pleasure. Donc, c'est déjà mieux, self-pleasure. Moi, je propose délisolitude. Donc voilà, nous sommes des êtres sexuels et notre plaisir mérite notre attention.
Et pour moi, ça, c'est ça surtout. Et de découvrir que notre plaisir est source de plein de choses positives. Quand on s'offre du plaisir, on est apaisé. Ça calme notre système nerveux. Ça nous apporte de la joie. Ça nous apporte... et puis en plus, ça nous aide ça fait circuler l'énergie de vie. Ça contribue à notre santé. Alors, j'ai envie de te poser quand même cette question. Quel type de plaisir ? Parce que, est-ce qu'il y a plaisir et plaisir ? Est-ce qu'il y a un plaisir, si je prends l'analogie avec la nourriture, par exemple, je peux avoir le sentiment de ressentir du plaisir quand je me gave de chocolat. Certaines personnes peuvent avoir une sexualité compulsive. Oui, il y a du plaisir, mais finalement, ça peut être très décevant. Voilà. Et puis, il y a du plaisir avec l'énergie de vie qui circule. Est-ce que pour toi, justement, on est dans le même plaisir dans les deux cas ? Ah non, pas du tout. Et justement, il y a vraiment... Que tu définisses, parce qu'on pourrait se dire, sinon, j'ai un plaisir solitaire. Est-ce que ça nourrit l'être ? Oui, il y a beaucoup... ou avec un partenaire, peu importe. Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de pratiques sexuelles où on se masturbe pour se soulager. On dit j'ai besoin de c'est une décharge. On dit jerk off. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une décharge exactement. Et alors il y a rien de... Moi, je pars du principe que la sexualité c'est vraiment un choix personnel. Et tant qu'il y a du consentement, très 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 important. Tant qu'il y a du consentement, chacun fait ce qu'il veut avec sa vie, avec son corps. Maintenant, ce que j'ai découvert, c'est que effectivement, il y a des moments où je peux avoir une sexualité qui va être fun, mais pas très nourrissante. Je sais pas comment dire. En fait, j'ai découvert des moments de plaisir avec mon corps, soit seul, soit avec mon partenaire, où je me sentais comblée. C'est-à-dire que c'est possible de vivre une expérience où, à la fin, on est là. C'était dingue. Cette impression de... Et tu as fait le chemin avec ton époux, toi, dans ton cas. Tu le partages. Hein. Voilà. Et personnellement aussi, un grand chemin de déconstruction. Ouais. Dans ma formation, on nous demandait de faire 21 jours de plaisir. Ouais. Et donc, de tous les jours, offrir du plaisir à mon corps. J'ai dû déconstruire un maximum de choses. Du plaisir sexuel, là, on est d'accord, intime. Du plaisir corporel. Donc justement, c'était ça aussi, c'était de réaliser que c'est intéressant de se dire, c'est quoi le plaisir sexuel en fait ? À quel moment on est dans le plaisir corporel ? À quel moment on est dans le plaisir sexuel ? Moi, l'idée là, c'est vraiment de faire la place au plaisir et de réaliser que le plaisir est bon pour soi et le plaisir mérite notre attention. Je repense d'ailleurs à Mallory Malmasson qui était venue partager dans cette émission que parfois, faire l'amour avec son conjoint, c'était jardiner ensemble. Parce qu'il y avait un état de grâce qui les habitait tous les deux. Ils étaient en présence. Et pour elle, c'était une façon comme une autre de faire l'amour. J'ai un autre ami qui m'a dit une fois, quand je fais du surf, parce que pour moi, je suis dans le flow, c'est comme faire l'amour avec ma femme. Voilà. Bon, donc, ça rejoint ce que tu es en train de dire. Moi, parfois, danser, j'ai l'impression de me faire l'amour quand je danse. Voilà. Et d'ailleurs, parfois, c'est mon intention. Je me dis, danse et fais-toi l'amour en dansant. Fais chaque mouvement exactement comme ton corps a envie de le faire. Donne à ton corps le meilleur. C'est ça aussi le message derrière. C'est offre à ton corps le meilleur. Oui. Dans ma pratique du Wu-Tao, on peut ressentir ça aussi. Tout à fait. Tout à fait. Si le cadeau de cette vie, c'est ton corps, offre-lui le meilleur. Offre-lui le meilleur. Et alors, dans le volet sur la sexualité, ce qu'on découvre aussi beaucoup, c'est que notre corps a besoin de sécurité. Notre corps a besoin de temps. Notre corps a besoin de ralentir. D'où tout le courant du slow sex, où les gens ont trouvé en fait des voies. Non pas qu'une sexualité plus rapide soit mauvaise, on n'est pas du tout en train de dire ça, parce que comme tu le disais tout à l'heure, parfois on est plus dans une animalité et c'est ok, et parfois on a envie plus de lenteur. Mais je dirais qu'il y a cette notion, je trouve, dans le slow sex, de la pleine conscience, d'état d'être, quelle que soit finalement après la forme. Voilà. Donc dans le livre, j'explique comment on en est arrivé là. En fait, toutes les constructions, à chaque révélation, je parle de toutes les constructions, comment on en est arrivé, et ensuite je donne des clés sur comment se libérer de tout ça et comment en sortir. Donc il y a différentes explications sur la sexualité, sur de quoi on a besoin, tout particulièrement avec un zoom particulier en tant que femme. Il y a quelques passages. Donne-nous un exemple de clés. La première clé, c'est qu'on a besoin de sécurité, on a besoin de temps. Une femme a besoin en général de minimum 20 minutes. Juste pour atterrir en elle, juste pour
se détacher de sa charge mentale, sortir de sa tête, atterrir dans son corps. Beaucoup de sécurité, je pense vraiment qu'on a besoin de prendre beaucoup plus au sérieux le rituel de la sexualité, que ce soit seul ou avec un partenaire, ou plusieurs partenaires d'ailleurs, parce que tout est possible, il n'y a pas de limite par rapport à ça, mais le rituel de l'amour, prendre le temps de se retrouver, prendre le temps de mettre de côté le reste de la journée, prendre le temps de ralentir, être rassuré sur le fait que on a le droit au plaisir, qu'on mérite le plaisir, qu'on peut faire de la place au plaisir, qu'on a le droit d'être présente. Donc, beaucoup de sécurité, d'être rassuré et de temps, de caresses, de tendresse. Et aussi, moi, la grande prise de conscience que j'ai réalisée, c'est que je vivais ma sexualité avant un peu dans un tunnel vers l'objectif qui était l'orgasme, et donc une sexualité qui est très enfermée et très répétitive en fait, parce qu'on peut se dire je sais comment la faire partir, ou je sais comment le faire partir. D'ailleurs, on dit partir. L'objectif, c'est d'en arriver là, quoi. Alors qu'en fait, l'objectif, c'est pas de partir. L'objectif, c'est d'arriver. C'est ça que j'ai découvert. C'est pas de partir, c'est qu'il y a un espace orgasmique à explorer. Et cet espace, il n'est pas là-haut. Quand tu dis c'est pas de partir, mais d'arriver, c'est d'arriver ou de cheminer, tu veux dire? Pour moi, c'est d'arriver dans un espace. Oui, d'arriver dans un espace, pas d'arriver à l'orgasme. C'est pas d'arriver à l'orgasme. Ouais, c'est d'arriver dans un espace intérieur de relation à soi et de relation à l'autre. Et dans cet espace intérieur, et c'est ce dont nous parle le tantra, c'est un espace intérieur de richesse, de tendresse, de présence à soi, de présence à l'autre, de magie. Et c'est un espace où moi, j'apprends beaucoup sur la vie, en fait. Sur l'union, sur la paix, sur l'amour, sur le fait d'être comblé. Mais ça, c'est un espace où d'abord, il faut être présent à soi et apprendre à être présent à soi. Et après, apprendre à être dans la rencontre à l'autre. Et c'est vrai que la sexualité telle qu'elle est décrite dans la pornographie aujourd'hui a le mérite de nous montrer, de nous illustrer plein de manières d'engager les corps. Avant, on n'avait aucune idée. Maintenant, on voit qu'il y a plein de positions, plein de choses où on peut emboîter les corps. Il y avait le Kama Sutra quand même. Oui, il y avait le Kama Sutra, mais c'est vrai. Avec des positions impossibles ou improbables à faire. Voilà. Mais aujourd'hui, cette sexualité de la pornographie ne nous amène pas à ce que je décris. Oui. Et ce que tu décris, toi, tu le décris à travers toi, ce que tu as vécu, et tu as cheminé avec toi-même, mais aussi avec ton conjoint, ton partenaire de vie, qui était OK pour entamer cette exploration. Tu rencontres beaucoup de femmes dans tes stages, dans tes séminaires. J'aimerais aussi qu'on s'adresse aux personnes qui parfois sont seules. C'est-à-dire que je suis seule, ou alors j'ai pas un compagnon qui souhaite faire ce chemin, ou une compagne. I wish, j'aimerais faire ce chemin avec une personne, mais je suis seule. Qu'est-ce que tu proposes aussi dans ces cas de figure? Je sais parce que j'ai une amie que j'ai reçue aussi dans cette émission, qui est aussi masseuse tantrique, et qui dit qu'elle rencontre beaucoup de femmes qui aimeraient se remettre en couple et qui aimeraient avoir un conjoint, une conjointe, pour explorer ça, mais il n'y a personne aujourd'hui autour d'elle. Le massage tantrique, c'est une expérience que j'ai faite d'ailleurs, qui était très intéressante. Alors ça, c'est intéressant aussi de réaliser que très souvent, on pense que la sexualité... Aujourd'hui, on a beaucoup enfermé la sexualité dans le couple hétérosexuel, le mariage, la fidélité, jusqu'à la fin de nos jours. Et en fait, il faut réaliser que cette construction de notre société autour du couple et de la famille n'est pas une construction qui est au service de notre sexualité. C'est une construction qui est au service de la société. D'accord ? Ça marche pour notre société d'avoir des familles, d'avoir cette cellule familiale et d'avoir le couple. Mais c'est pas nécessairement évident, effectivement, d'avoir une sexualité épanouie dans ce genre de schéma-là. Donc, c'est déjà intéressant de réaliser ça et peut-être de se poser des questions de comment est-ce que, si je veux vivre ma sexualité et que mon conjoint, ça ne l'intéresse pas, déjà peut-être de challenger ça. Parfois, les conjoints, ça les intéresse pas. J'ai remarqué que souvent, les hommes ont un peu peur d'explorer ces thématiques. Soit ils sont super intéressés, soit il y a certains hommes, moi personnellement, j'ai réussi à emmener mon mari dans des stages de tantra, alors qu'il n'a jamais voulu aller dans des stages de développement personnel. Oui. Mais quand c'était sur la sexualité, là, il était partant. Oui. Donc parfois, on peut réaliser qu'on n'a tellement pas parlé de sexualité dans notre couple que
on pense que notre conjoint va pas être d'accord. Plus direct, c'est ça ? Exactement. Il voyait le bénéfice plus direct. Il y avait un bénéfice. Donc parfois, on pense qu'on est tellement séparés dans notre sexualité qu'on pense que notre conjoint voudra jamais, alors que peut-être qu'il voudra bien, mais que ça prendra peut-être du temps. Peut-être qu'il faut en parler pendant 1 an, par-ci, par-là. Et puis au bout d'un moment donné, peut-être que la personne s'ouvre à la possibilité en écoutant un podcast, en lisant un livre, et finalement, en étant patient, c'est possible d'embarquer notre partenaire dans des découvertes et dans des explorations. C'est clair qu'il faut ouvrir le champ de la sexualité, et cette ouverture, parfois, ça peut aider d'être accompagné, de lire d'un livre, ouvrir la conscience sur ce que peut être la sexualité. Donc ça, c'est quand on est en couple. Donc ça passe par cette libération de la parole aussi, du partage. Voilà, libération de la parole, oser en parler et tout. Et après, quand on est une femme seule, de peut-être se dire, peut-être que c'est OK de faire un massage tantrique, d'explorer sa propre yoni, d'utiliser les œuvres de yoni ou d'autres techniques. Alors, faut se former, il faut s'informer, il faut pas faire ça n'importe comment, bien évidemment. Mais il y a plein de choses à faire pour découvrir son propre corps. Et puis après, il y a aussi le droit d'avoir des partenaires sexuels qui sont pas d'avoir des sex friends. Si on est célibataire, on peut aussi trouver qu'on a un partenaire. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un partenaire de rock avec qui j'adorais danser. Et on peut avoir des partenaires avec qui on développe une sexualité et pas forcément sa vie. C'est aussi OK de se dire, j'ai cette personne, ça marche très bien pour moi sexuellement, mais c'est pas forcément quelqu'un. Et on a le droit, en fait. Aujourd'hui, on a beaucoup dit aux femmes, moi, on m'a beaucoup dit, tu peux juste avoir du sexe avec ton mari. Et c'est qu'avec un partenaire avec qui tu veux faire ta vie que tu as le droit d'être sexuel. Non, je pense qu'aujourd'hui, on a le droit d'être sexuel avec... si on est célibataire, on a le droit d'avoir des sex friends ou même... Je crois que c'est intéressant. On a besoin aujourd'hui de déconstruire la sexualité et de réaliser qu'il y a plein de formes d'expression de sexualité qui peuvent être créées, en fait. C'est avec peut-être cette aussi conscience. J'ai reçu une neuroscientifique récemment dans Métamorphose qui expliquait que le sexe répété avec une personne est quand même engageant. Ce n'est pas neutre. Parce que c'est vrai que dans cette société aussi très libérée, on dit finalement, oui, ayons notre bon plaisir, peut-être à droite, à gauche. Et en fait, il y a quand même il faut être conscient que ça génère des choses dans le cerveau. Bien sûr. C'est pas neutre non plus. Ça a des implications, voilà. Oui, de toutes les façons, la sexualité dont on parle là tout de suite, c'est une sexualité où on se sent aligné d'un point de vue vibrationnel avec la personne. Donc, on parle pas d'aller... on parle d'une sexualité où il y a une union de vibrations. Donc, même si c'est un sex friend, en fait, ça peut être un sex friend avec qui on a énormément de gratitude et on est dans une union de vibrations. Et ça ne veut pas dire qu'on va faire notre vie avec cette personne. Oui. Je pense aussi qu'il y a une déconstruction à faire de se dire on peut tout à fait être dans le respect, la bienveillance et l'amour, mais un amour qui ne veut pas forcément dire qu'on va faire notre vie avec notre sex friend, mais on peut être dans l'amour, on peut vivre une facette d'amour avec cette personne qui n'est pas une facette d'amour où on décide de faire notre vie avec. Oui. Tu vois ce que je veux dire dans la déconstruction ? C'est-à-dire que là, on parle aussi de l'engagement qui est aussi autre chose, même sans parler de sex friend, c'est-à-dire qu'on peut être avec quelqu'un qui est son conjoint, même sans se dire on s'engage pour toujours. Voilà. Effectivement. Oui, tout à fait. Ouais, c'est complexe, en fait. Tout est possible. Et ce qui est important, c'est de bien comprendre aussi notre propre fonctionnement intérieur, la façon dont notre cerveau fonctionne, etc. Oui, de comprendre ce qu'on veut, de comprendre ce qui est juste pour nous, de comprendre nos envies, de suivre nos envies. Et après, bien évidemment, de faire ça dans le consentement, dans le dialogue, dans l'alignement de soi, l'alignement avec les autres près de qui on est engagé. Mais de découvrir qu'il y a notre sexualité mérite notre attention, qu'il y a quelque chose, si on a envie, alors surtout que ce soit pas une injonction, on n'est pas du tout obligé de s'intéresser à notre sexualité, on peut tout à fait être heureuse sans s'intéresser à notre sexualité, mais en tout cas c'est une possibilité. Bien sûr. Et alors du coup, si on se dit bon, ça, soit c'est OK pour moi parce que je me sens bien à cet endroit-là, soit j'ai pas envie ou ça bloque pour l'instant, parce que ça peut être j'ai pas envie, ou ça bloque parce qu'il y a des choses derrière. Est-ce qu'on peut passer à la 4e révélation ? Et j'aimerais bien qu'on en parle. Oui. Suis le chemin de tes désirs et réalise que la vie conspire à te soutenir. En fait, quand on revient à son corps et quand on revient à sa sexualité, on découvre le plaisir, on découvre cette expérience d'être comblé, on découvre cette expérience de se sentir en sécurité, de se sentir bien dans sa peau, on redécouvre sa guidance intérieure. Dans sa guidance intérieure, on reconnecte avec ses envies.
j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Et donc, du coup, on revient dans le monde, on sort de chez soi le matin et on va au boulot, où on est dans nos interactions avec nos collègues, avec les membres de notre famille. Et on réalise peut-être que il y a des endroits où, en tout cas, on se dit, moi, j'ai envie d'être comblée. J'ai envie de plus de joie dans ma famille, j'ai envie de plus de cette énergie de vie qui circule en moi quand je danse, j'ai envie de la sentir quand je travaille. Oui. Cette énergie de vitalité que je ressens quand je fais l'amour, j'ai envie de la ressentir dans mes relations. C'est la même énergie, en fait, cette énergie qui circule librement, qui me nourrit, où je me sens bien. Cette énergie de l'éros, en fait, on a envie, du coup, de l'apporter au monde. De l'apporter au monde. Ouais, comme un état permanent, finalement. Un état d'être. Alors, il n'est jamais permanent dans la réalité. Non, mais qui peut s'inviter si on le convoque. Voilà, exactement. Et du coup, on se retrouve à retourner dans le monde et à repérer les moments où on ressent ça. Mm-hmm. Et on dit, tiens, c'est marrant, là, je me sens super bien. Ou tiens, là, c'est marrant, je sens mon alignement. Parce qu'on est à l'écoute maintenant. Maintenant, on sait que notre corps nous parle. Donc, quand notre corps est aligné, quand on sent nos pieds ancrés en terre, ou au contraire, quand on sent on sent notre corps qui est court-circuité, qui est énervé, qui est agacé, on se dit, ok, donc là, il y a un truc qui va pas pour moi, donc je vais oser dire non, je vais oser poser mes limites, je vais oser réaligner les choses. Ou au contraire, quand quelque chose va bien, on va se dire, comment est-ce que je peux faire pour me remettre dans cette situation ? Comment est-ce que je peux faire pour orienter ma vie pour que ça arrive plus souvent ? Ce genre de situation. Parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que quand on est dans cet alignement, quand cette joie circule en nous, quand cet héros se circule en nous, dans notre travail, dans nos relations, on réalise que c'est contagieux. On réalise que ça vibre une énergie et que tout le monde y gagne. Et on sort, tu en parles beaucoup, on l'a pas dit, mais on sort du costume de cette Wonder Woman, en fait, en faisant ça. Ah oui, complètement. On sort de cette construction. Voilà. Moi, j'appelle ça un peu on sort de la Wonder Woman, on arrive à la badass. Ouais. Et la badass, c'est la femme qui rayonne dans sa vie, mais j'aime pas bien ce mot, moi, badass. Badass, ouais. En anglais, pareil. Badass. Ouais. Disons qu'il y a un côté un peu où on pourrait dire, on n'a pas de mot en français, en fait. Ça serait intéressant d'en trouver un. Cool peut-être, mais je sais pas, c'est pas tout à fait pareil parce que ça peut souveraine, être... Alors souveraine que badass, peut-être marche la mieux. Femme. Ouais, je pense que souveraine peut-être marche mieux. C'est cette femme qui... Cette femme fière, libre et puissante. Cette femme fière, voilà, pour le livre. Voilà, c'est quand même le titre du livre. Voilà, tout à fait. C'est plus joli, moi, je trouve. Exactement. Ouais. Et donc, cette femme fière, libre et puissante, je crois que un ingrédient, c'est qu'elle a conscience de sa lumière. En fait, elle est engagée à rayonner sa lumière au maximum, à arrêter de retenir sa lumière de rayonner et vraiment d'être dans l'affirmation de ce qu'elle est et de sa brillance. Oser être brillante, qui était un des principes de mon livre « J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, j'ose être brillante ». Donc, elle est dans sa brillance et en même temps, elle accepte ses vulnérabilités. Elle accepte ses failles. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite. Et en fait, elle est OK. Ouais. Elle est complètement OK avec le fait qu'elle n'est pas parfaite. Elle arrête de se préoccuper tellement de la vie des autres. Elle a appris à prendre soin d'elle. Et après, ce qu'elle veut, c'est... Elle se connaît, elle connaît ses forces, elle connaît ses talents. Et elle est plus intéressée à partager généreusement ce qu'elle est avec le monde qu'à être parfaite. Tu te sens comme ça aujourd'hui? Vraiment, tu t'es jamais sentie aussi bien, je dirais, dans ta vie, peut-être, avec tout ce chemin? Je vis ma best life. C'est vrai, ta meilleure vie. Ma meilleure vie. Et en même temps, je suis challengée. Parce que la vie est challengeante en ce moment. Non, mais c'est difficile en ce moment. Je veux dire, il y a parfois... C'est dur de garder sa lumière allumée. Et j'ai des émotions là en le disant parce que, d'un côté, je vis ma best life et de l'autre côté, il y a des choses à faire. Pourquoi ça te provoque cette émotion comme ça si forte? Parce qu'il y a de l'énergie dans l'air, il y a l'électricité dans l'air. En fait, je crois qu'on a une formidable opportunité en ce moment. On a une opportunité de s'élever. J'arrête pas de dire à mes enfants, à tout le monde, je dis, je veux pas mourir. Je veux pas mourir parce que je sens il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, on découvre des choses sur ce qui gouverne notre vie. D'un point de vue spirituel, on est en train de faire des grandes avancées, j'ai l'impression. Avec la sexualité, avec la conscience, avec tout ce qu'on est en train de découvrir sur la diversité de ce que c'est que d'être humain, sur la connexion avec la nature, sur la connexion avec les aliments, sur la connexion avec toutes les forces de l'invisible. On est en train de réaliser qu'il y a plein de choses qui gouvernent notre vie. Et ça me réjouit tellement de découvrir ça et de voir que la science quantique est en train de le prouver. Et je pense que la AI va nous amener à faire des découvertes encore plus importantes par rapport à tout ça.
Et d'un autre côté, la AI peut nous mettre dans le mur, nous rendre complètement débiles, nous hypnotiser. D'un côté, on pourrait se détruire et s'oblitérer les uns les autres et se détruire les uns les autres avant de vraiment faire ces grandes découvertes. Donc, j'ai l'impression qu'il y a toutes ces découvertes d'élévation de conscience qui sont juste là. Et ça me réjouit tellement. Et moi, je suis dedans, je suis en train de les vivre. Et j'ai encore tellement à apprendre, tellement à découvrir. Donc, Et de l'autre côté, je me dis, mais est-ce qu'on va se foutre sur la figure avant que ça arrive ? Et je sens ces deux forces-là. Et c'est ça qui provoque une énergie en moi. En tout cas, merci infiniment de proposer aussi cette voix, Christine Lévicki, femme fière, libre et puissante, cette très jolie couverture de livre, ton nouvel ouvrage. On l'attendait depuis un moment, cet ouvrage. Donc, on est vraiment... très heureux qu'il soit maintenant, très heureux et heureuse même, parce que ça a été aussi un collectif de femmes derrière pour publier ce livre, qui soit au monde et d'être venu au micro de Métamorphose, vraiment pour nous rappeler combien il est important aussi d'oser. C'est un mot que tu utilises beaucoup, oser. Toi qui aimes tant les défis, les challenges, on peut te suivre sur tes réseaux sociaux pour participer à tes nombreux défis, parfois 21 jours, parfois 30, parfois une année complète de sport aussi, tu nous invites à ça. Femme fière, libre et puissante, je le rappelle, paru aux éditions Erol. On en fera évidemment gagner un exemplaire pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose. Vous pouvez nous retrouver sur métamorphosepodcast.com. Et puis Christine, merci, j'étais ravie de te retrouver aujourd'hui. Merci Anne. Ouais, merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.